Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro de Carte Control sur cette chaîne Tom Corner. Et tout d'abord, merci à tous pour les très nombreuses marques de sympathie que vous nous avez envoyées après le premier numéro. Ça fait chaud au cœur, ça motive toute notre équipe. On est vraiment ravis d'être là. Alors vous n'hésitez pas, bien sûr, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous faites tout ce que vous voulez. Vous commentez, tout cela nous encourage tous à vous proposer de prochains numéros. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes à Waterloo, nous sommes chez Exype, un centre de simulation automobile, et on va parler avec quelqu'un qui est un peu ses quartiers ici, c'est Hugo De Wilde. Bonjour Hugo. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission. Il est l'un des jeunes pilotes belges qui arrive sur le devant de la scène forcément, puisqu'il vient de signer un contrat avec BMW Motorsport. 22 ans, il devient pilote professionnel. Hugo, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, j'imagine un rêve qui devient réalité. Alors tout d'abord, un petit mot ici, on est chez Exype et je sais que c'est un endroit qui te tient particulièrement à cœur. C'est ça. Donc j'ai connu Benoît il y a maintenant 2 ans, je pense. On a commencé un peu à collaborer parce que jusqu'à présent, je devais gagner ma vie via le coaching. Donc j'ai bossé pas mal en coaching sur les 2 simulateurs dans la salle là-bas derrière. Puis aussi, j'ai eu l'occasion de venir m'entraîner ici avant mes courses. Il faut savoir qu'ils ont 2 très bons simulateurs avec la technologie d'ABS. Donc je viens profiter de ces chouettes infrastructures pour m'entraîner. Ça veut dire que tu faisais du coaching aussi sur Simu. C'est ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ce cadre-là. Alors, je sais que tu as regardé les premières émissions et notamment celle avec André Lauterer. Hugo, tu connais un peu le principe. Avant de se mettre dans la course proprement dit, il y a toujours un petit peu un warm-up en plus ou moins 2 minutes. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Hugo De Wilde, j'ai 22 ans, je suis belge avec des origines italiennes. Je suis maintenant, je peux le dire, pilote professionnel pour BMW. J'aime la vie, je suis très reconnaissant de la chance que j'ai dans ma vie parce que je pense que je suis quelqu'un de très chanceux de pouvoir maintenant vivre de ma passion. J'aime toutes les choses simples, la nature, mes amis, ma famille, voyager. Je pense que je suis quelqu'un de persévérant. On a eu des hauts et des bas dans ma carrière, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais on n'a jamais rien lâché. Maintenant, j'arrive dans un grand tournant de ma vie professionnelle, mais du coup, ça influe aussi ma vie personnelle. Et je suis impatient de vraiment commencer ça. Et j'ai encore plein de beaux rêves à vouloir réaliser. On va en reparler. C'est nous, on était impatients de t'avoir effectivement dans l'émission pour ça aussi. Parce que Hugo, j'ai l'impression de dire, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, ou presque. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Bon, au niveau du palmarès, on peut dire notamment vice-champion de France de Formule 4, 2017, si ma mémoire est bonne. 2018. 18, oui, tu as commencé en 2017. Vice-champion 2018, tu avais fait l'Alpine Cup. L'année d'après vice-champion aussi, ouais. 2019. On t'a vu en European Le Mans Series avec des LMP3, en LMP2. On t'a vu au départ des 24 heures du Mans en LMP2. On t'a vu en Lamborghini Super Trofeo. Et on t'a vu l'an dernier dans le GTable Challenge Europe en tant que tu étais à l'époque junior Lamborghini. Voilà pour un petit panel très très rapide de la carrière d'Hugo. On va aborder cela plus en détail pour ce nouveau numéro de Carte Control. On sait que tu as du Carte Control. On va voir si tu as du Carte Control. C'est parti. Alors tu connais le principe Hugo, il y a donc des cartes. Tu vas jouer un rôle, tu vas tirer les questions de manière aléatoire. Si vous nous suivez en podcast, puisque vous avez été nombreux à nous demander si cette émission allait arriver en podcast, on y travaille effectivement. Donc si vous nous suivez en podcast, on a une série de cartes. Hugo va donc tirer tout simplement dedans. Ça te permet finalement, de manière indirecte, puisque tu ne connais pas les questions, mais d'orienter la discussion en elle-même. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je t'invite à tirer la première carte. Hop. Et tu lis tout haut, s'il te plaît. Le choix le plus difficile de ma vie. Oh, c'est compliqué déjà. Tu démarres en force. Mais il y en a eu plusieurs, des choix compliqués. Je pense que ça a été un peu chaque année une réflexion sur qu'est-ce qu'on vient de finir une saison, qu'est-ce qu'on fait l'année suivante, et il y avait toujours des options. Je pense aujourd'hui, avec le recul, et mon papa sera d'accord avec moi, un des choix les plus compliqués qu'on a eu, c'est justement après le titre de vice-champion d'F4, il y a eu les tests hivernaux pour passer dans la catégorie supérieure, donc la Formule Renault, et j'avais fait des tests avec une écurie italienne, mais j'étais aussi en contact avec le team de référence, le team français de référence de ce championnat-là, et on a dû faire un choix. C'était pas les mêmes budgets, il y avait une différence quand même assez conséquente en termes de budget entre les deux, mais on avait le top team de référence. Il y avait JD, si je ne me trompe pas, c'est ça d'un côté, et l'autre c'était RS, je suppose, voilà. Et donc là, on a dû faire un choix entre les deux, et nos tests hivernaux s'étaient très bien passés avec JD, il y avait vraiment
en plus des bonnes performances en piste, il y avait aussi une très bonne relation. Donc finalement, on a fait le choix de JD. Ça peut être un regret ou pas quand on voit que c'est iRace finalement qui gagnait toutes les courses cette année-là. Mais ça a été un choix compliqué. Mais encore une fois, je pense que tous les choix qu'on fait au final sont les bons choix. Parce que si sur le moment on fait ce choix-là, c'est que c'est ce qu'on avait sur le cœur. Et au final, c'est le destin et c'est que ça doit nous apporter quelque chose derrière. Donc, Par contre, tu parles d'un élément qui est quand même très important, dont on ne se rend peut-être pas toujours compte dans la carrière d'un pilote, et tu es bien placé pour le savoir, c'est qu'on peut faire des coupes dites monomarques, puisque tu faisais la formule régionale Europe by Alpine, donc tout le monde a le même châssis, le même moteur. Mais il y a quand même de grandes différences finalement entre les voitures par les réglages et par le travail des équipes elles-mêmes. C'est sûr, je suis bien placé pour le savoir. C'est d'avoir eu l'occasion de rouler dans des petites équipes, mais aussi dans des bonnes équipes maintenant. C'est clair que c'est la même voiture. Le LMP3, c'est le même principe. Le LMP2, avec que des Oreca, c'est le même principe. Il y a des différences énormes, bien que ce soit les mêmes pneus, le même moteur, le même châssis. Bien sûr, en tant que pilote, on a une influence énorme, mais les ingés peuvent aussi faire une grande différence. Ouais, c'est là que dans le talent de l'équipe, évidemment, ça peut compter. On aura des team managers un jour dans notre émission, ils nous en parleront certainement. Merci Hugo. Bon voilà, tu as bien négocié cette première question. Allez, question numéro 2. Hop. La meilleure école pour le sport auto, ça me paraît évident, c'est le karting, ça c'est sûr, c'est la meilleure école. La Fun Cup, c'est aussi très bien. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas débuté assez tôt le karting, je recommande aussi la Fun Cup en voiture parce que la compétition est super haute. Le niveau est haut, il y a beaucoup de voitures, il y a une gestion de trafic, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide, donc la Fun Cup aussi. Mais pour les plus jeunes qui n'ont pas l'âge de rouler en Fun Cup, le karting, c'est clairement, j'en ai fait beaucoup et c'est clairement la meilleure école parce que… Qu'est-ce qui t'a tellement plu finalement dans le karting ? Je pense… Et j'en parlais il n'y a pas longtemps justement parce que j'ai eu l'occasion, grâce à la signature du contrat avec BM, de contacter pas mal de personnes avec qui je bossais en karting. Et je leur disais, ça me manque parce qu'en fait, avant d'être dans une voiture de course qui nous procure la même adrénaline et la même sensation de vitesse que sur un kart au sol, il faut déjà aller dans des voitures qui vont très vite. Donc le kart, ça me manque vraiment. Et la sensation de vitesse du kart, le fait d'être dans un baquet sans ceinture, d'être libre, d'être à ras du sol, la bagarre en karting était vraiment sympa. L'apprentissage des réglages aussi, parce qu'évidemment, toi tu parles de karting de haut niveau, avec, on rappelle que tu as représenté la Belgique notamment dans le Trophée Académie, à l'époque en karting, que tu as fait le championnat d'Europe, tu as fait des compétitions majeures X30 aussi. La recherche du réglage, le souci du détail dans ce karting-là, je pense peut-être pour le public est sous-estimé, non ? C'est sûr, c'est une super école parce qu'après, on en a de plus en plus besoin, en plus on va monter en voiture. Donc la relation avec un mécano-ingénieur, la relation avec le patron du team et la recherche des réglages, les pressions, les réglages, il y a plein de choses qu'on peut choisir en karting. C'est vraiment important d'essayer d'avoir un premier ressenti d'un feedback, de donner un bon ressenti au team pour tous les deux ensemble essayer d'augmenter la performance. Alors je diverge un peu évidemment, mais puisqu'on est dans un centre de simulation, le simulateur évidemment ce ne sera jamais la réalité. Est-ce que pour certains jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens de faire du karting, ça reste quand même un moyen où on peut déjà apprendre des choses ? Bien sûr, c'est aussi un super outil pour ceux qui n'ont pas les moyens évidemment. Maintenant on a des plateformes comme iRacing, Assetto Corsa, etc. qui sont des plateformes où la concurrence est super élevée. Et je prends toujours le même exemple, si ce soir je me connecte dans une course iRacing, je vais me faire allumer par les pros du simu, parce qu'ils sont tout le temps dans le simu, ils ont vraiment une connaissance de qu'est-ce qu'un freinage dégressif, qu'est-ce qu'une trajectoire, de la bagarre en peloton, etc. Et la concurrence est vraiment élevée, limite plus élevée en simu que dans la vraie vie. Et on peut apprendre énormément de choses, que ce soit sur le pilotage ou aussi sur les réglages, par exemple. Oui, la gestion du stress aussi, j'imagine, qui peut servir. Merci Hugo. Question suivante. La course la plus importante de ma carrière. C'est compliqué parce que pour moi, il y en a plusieurs. Au final, je pense si je dois en choisir qu'une, je dirais les 24 heures de Spa l'année dernière parce que c'est une semaine de course. Donc la course en tant que telle, mais aussi la qualif et tout ce que j'ai vécu là-bas qui m'a permis de me mettre vraiment en avant dans un… Elle a changé ta vie, cette course. Parce qu'effectivement, donc on le rappelle, l'an dernier, au départ, tu es junior Lamborghini. Puis tu es appelé par Saint-Élope pour rouler avec l'Audi GT3 et compléter l'équipage en Gold Cup. Et effectivement, je crois que tu fais 6e temps, quelque chose comme ça en qualif. 5e temps en qualif, pardon, excuse-moi. En tout cas, tu es dans le groupe de tête sur la qualif. Et puis tu fais des relais consistants. Enfin, tu te montres vraiment. Ouais, je pense que c'est ça, et je le sais, que ce qui a joué aussi, que BM m'appelle pour me tester. Donc c'est cette course à Spa qui s'est très bien passée. Du coup, Sébastien Cheta, il m'a rappelé pour faire le Nürburgring, qui était la course suivante en endurance, qui s'est super bien passée aussi. Donc, et c'est ça, je pense, qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, si je devais en choisir qu'une, je dirais celle-là. Après, il y a eu Le Mans, il y a eu ma victoire où je suis devenu le plus jeune vainqueur en formule régionale, justement. Donc, à Monza, ouais. À Monza. Donc, il y en a plusieurs, mais d'ici, avec tout ce qui m'arrive, celle la plus récente qui a vraiment changé ma carrière, je dirais que c'est Spa l'année dernière. Parfait.
Question suivante. Une personne qui a joué un rôle clé dans ma vie. Il y en a plusieurs. Forcément, je pense mon papa. C'est lui qui m'a transmis cette passion du sport automobile. C'est lui qui m'a donné envie de devenir pilote. Et c'est avec lui que j'ai vécu toute ma carrière jusqu'il n'y a vraiment pas longtemps. On était tout le temps ensemble sur les circuits. Donc sans lui, déjà, je n'aurais pas été passionné de sport auto. Et sans lui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il m'a énormément aidé aussi pour en arriver là. Donc il a clairement joué un rôle clé. Après, plus récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans chez Ironlinks Luca Persiani, qui était le coach de performance d'Ironlinks. Et il a vraiment, sur les 2 dernières années où je l'ai connu, malheureusement il est plus avec nous aujourd'hui, mais il a eu un grand impact sur ma vie en tant que pilote, sur ma manière de travailler en tant que coach et surtout sur moi en tant que personne. C'est quelqu'un qui était tout le temps positif, qui avait vraiment un mindset incroyable. Il n'a jamais parlé de manière négative sur qui que ce soit. C'était vraiment quelqu'un de solaire avec une énergie incroyable. Donc il a vraiment joué aussi quelque chose de très important dans ma vie. Ouais, Lucas qui a eu un accident l'été dernier et c'est une manière de lui rendre hommage. Je savais que tu avais été effectivement très touché et tu n'es pas le seul. Je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé dans le paddock, effectivement, mais petite pensée pour lui du coup. Merci. Bon allez Hugo, on va enchaîner sur d'autres choses même si Allez. on lit une nouvelle question. Un pilote que j'admire. C'est une bonne question. Je pense que ça va être original ma réponse, mais c'est Felipe Albuquerque. Ah oui? Qui est vraiment un pilote que j'admire parce que c'est de manière générale. Donc c'est en tant que pilote, bien sûr, il a fait des choses extraordinaires, surtout en IMSA aux États-Unis. Donc pilote portugais qui roule pour United Autosport dans l'MP2, enfin qui a beaucoup roulé avec United Autosport, qui a été champion LMS. C'est ça, moi c'est surtout en IMSA que j'ai adoré quand j'ai eu l'occasion d'aller rouler à Daytona en 2022. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'était l'IMSA et à regarder toutes les courses d'endurance d'IMSA. Donc l'IMSA qui est le championnat américain d'endurance, qui est le pendant du WEC, sauf que le WEC est un championnat du monde, mais qui est vraiment le championnat américain avec aujourd'hui une réglementation fort semblable. Tu as fait quoi, 2 courses je crois cette année-là? 2, 3 courses et Sebring. Ouais. Ouais. Et on a fait Watkins Glen aussi, mais on l'a abandonné directement après. Mais donc Felipe Albuquerque, j'adore le pilote, j'adore le team dans lequel il roulait. Je pense qu'il y avait vraiment une chouette atmosphère, mais aussi la personne. Il a 2 petites filles, il est toujours avec sa femme et c'est quelqu'un de très sympa. Il est très sympa dans la vraie vie, mais c'est vraiment quelqu'un de très rapide et très agressif aussi sur circuit. Donc lui, j'admire, j'aime bien. Sympa, effectivement. Tu as raison, original. Allons-y. Allez hop, celle-là. Un souvenir marquant de mon enfance. Il y en a tellement, la période du karting, quand on allait avec notre caravane, la camionnette sur tous les circuits de kart. On rappelle parce que je t'ai connu, j'ai connu votre famille effectivement à l'époque pour notamment limiter les coûts. Donc c'est à un moment, ton papa avait fait en partie la mécanique à un moment, et puis effectivement vous preniez la caravane pour manger sur place, pour diminuer les coûts de déplacement. C'était vraiment essayer de le faire avec budget hyper limité, c'est important aussi de le signaler. T'es pas arrivé. Non, clairement. Mais du coup, c'est des bons souvenirs de manière générale, mais il n'y a pas un moment en particulier qui me revient là maintenant. Un moment plutôt marrant qui me revient, c'était une fois justement, donc tous les mercredis après l'école, mon père venait me chercher avec Jean-Pierre, qui était un ami mécano, et il venait me chercher avec le pique-nique préparé par ma maman, et on partait à Genk ou à Mariembourg pour s'entraîner. Et à chaque fois, il me disait « Ouais, fais bien ton sac, etc. » Donc je vais prendre le matin en allant à l'école mon casque et mes affaires que je mettais à l'école. Il vient me chercher, on fait toute la route, on arrive à Genk, on est au feu, là où il faut tourner à gauche juste avant le circuit de Genk. Et il me dit « Hugo, t'as pris ton casque ?» Et là, en fait, non, j'avais pas pris mon casque, j'avais oublié mon casque. Donc je me suis fait engueuler. J'ai dû faire toute la journée avec un casque blanc qu'il m'avait prêté à Genk, un casque des karting de location. Et sinon, je pense, pour un souvenir un peu plus positif, la pole que j'avais fait en X30 au championnat IAME, championnat du monde IAME au Mans. La finale mondiale IAME, c'était sur le circuit du Mans. C'est ça, en 2016. Ouais. Donc ça, c'était pas vraiment l'enfance, mais j'étais encore ado, quoi. Donc ça, c'était aussi un très bon Ta dernière année de karting. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas Douane, notamment, qui était juste Jack Douane, qui était dans le même team que toi. Ouais. Amusant, qui sera pilote alpine. Et évidemment, cette année. Super. T'en as côtoyé quelques-uns, ceci dit, des pilotes qui sont aujourd'hui. Vas-y, j'en ai encore derrière, mais... nouvelle question, si vous nous écoutez en podcast, Hugo va vous la lire. Le bon tuyau que je donnerais à un jeune pilote aujourd'hui. C'est pas facile ça non plus, mais s'entourer des personnes meilleures que lui, essayer d'avoir quelqu'un qui peut utiliser comme exemple, faire beaucoup de simulateurs, s'entraîner,
mentalement, physiquement. Je pense surtout mentalement parce que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup et qui est sous-coté de manière générale. Est-ce que c'était pas, sans aucune méchanceté évidemment, mais un de tes points faibles à un moment dans ta carrière? Si, Ou mais- sur les grands rendez-vous, parfois c'était. Peut-être tu te mettais de la pression, parce que le contexte était aussi. C'est ça, mais en fait, je pense que tout était lié. C'est que je savais que c'était très compliqué déjà que je sois là financièrement. Donc, je savais qu'il fallait que je performe, sinon ça pouvait s'arrêter à tout moment. Et donc, plus le fait d'avoir la pression de la course, ça faisait énormément de facteurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu avoir des difficultés. Mais c'est pour ça que je l'ai Et je ne le travaillé. dis pas du tout en critique. Non, hein. non, non, mais il n'y a pas de D'accord, souci. ouais. Mais de toute façon, en soi, tout ce qui peut être un point négatif, c'est bien, parce que ça veut dire que tu as encore de la marge pour t'améliorer. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé et qui aujourd'hui, je pense, est une de mes forces. Donc, Tu as transformé finalement peut-être cette faiblesse qui était d'avoir la pression sur certains grands rendez-vous. Bah, tu as parlé des 24 heures de Spa l'an dernier. Tes premières 24 heures de Spa où tu aurais aussi pu te mettre de la pression. ouais. Et où là, on a vu un nouveau Hugo. Ouais, et On a vu un Hugo qui s'est épanoui et pas le Hugo peut-être plus renfermé, plus sous pression C'est qu'il y aurait clair. eu il y a 4 ou 5 ans ou C'est 6 clair. ou 7 ans. Non, non, tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'exemple récent le plus concret, c'est le shootout avec BMW. Donc je savais que je jouais potentiellement un contrat pro sur une journée de test. Donc juste pour réexpliquer un shootout, ça se passe comment? C'est BMW qui appelle plusieurs jeunes pilotes. Bon, d'autres constructeurs le font, je crois que tu en avais fait un pour Lamborghini aussi, qui appelle plusieurs jeunes pilotes et en gros qui les teste et qui dit on va en prendre un. C'est ça l'idée. C'est ça. Donc là, ils avaient organisé 3 jours de test, 2 pilotes par jour, donc 6 pilotes au total. Et de base, l'idée, c'est de donner une chance, mais on se doute très bien que quand un constructeur t'appelle pour tester, etc., si tu fais du bon boulot, ça peut emmener quelque chose derrière. Donc je savais que c'était. J'ai toujours dit que je trouvais les volants, les shootouts plus stressants qu'une course, parce que c'est vraiment sur ce moment-là, tu n'as pas d'excuse parce que tu es dans la même voiture que les autres et tu dois délivrer le maximum de ta performance sur un jour, sur un circuit donné. Donc c'était quelque chose de objectivement stressant, avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, mais on a beaucoup travaillé avec mon préparateur mental et ça s'est super bien passé, quoi. J'étais dans une bulle de calme, de confiance, de plaisir toute la journée et du coup j'ai été performant. Donc c'était dans un cercle vertueux. Ouais, j'avais cru comprendre que tu étais assez performant au shootout Lamborghini, puisque tu en as fait deux en fait. Tu avais Ouais, un Lamborghini et un BMW, tu avais été performant dans les deux. C'est ça. Preuve que tu gères vraiment bien désormais ce Ouais, type. après, il ne faut pas rester sur ses acquis, hein. Ça peut toujours arriver d'avoir un moment de down, etc. Mais on continue de travailler. Donc, pour essayer de répondre à la question, le bon tuyau, je pense, un simulateur, dont on en a parlé déjà, pour faire le plus de tours possible dans le simulateur. Après, en fonction du pilote, la Fun Cup, le karting, on en a aussi déjà un peu parlé. Et puis d'essayer de travailler plus dur que tout le monde. C'est travailler plus dur techniquement, physiquement, mentalement. Et tout mis ensemble, tu pourras à un moment essayer de te mettre en avant. J'aime beaucoup le tuyau. Bon conseil de vie. On passe à la question suivante, Hugo. J'ai repris tout, mais j'en ai un peu beaucoup en main. On a encore un peu de travail. Vas-y, question suivante. Ce que j'aimerais changer, c'est dur, dans l'évolution de mon sport. Ce que tu aimerais changer dans l'évolution de ton sport, ouais, si tu avais le pouvoir de dire je voudrais que mon sport soit différent pour quelque chose. Mais que ça soit plus accessible. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ça soit, encore une fois, on en revient, mais des personnes en sim racing, des pilotes de Fun Cup qui ont un talent exceptionnel, mais qui n'ont juste pas la chance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je trouve ça dommage. Et après, on est dans une ère où c'est en train de se développer de plus en plus, de donner de la chance à ceux qui n'en ont pas, de donner de la chance à par exemple aux femmes, ça aussi, ça explose. Donc c'est bien, c'est en train de progresser, mais c'est encore, il pourrait très bien y avoir des super, des champions de Formule 1 qui n'auront jamais la chance de toucher une voiture de course. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est un des côtés, effectivement. Le côté financier du sport auto, c'est pas la course à pied où il faut juste des baskets ou du football. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, bah, on essaye aussi, finalement, dans notre chaîne YouTube, c'est de faire la promo aussi du sport d'une certaine manière et de tous ceux qui sont passionnés. Allez, bon, j'ouvre l'éventail, mais choisis. Allez, hop. Le conseil le plus bizarre que j'ai reçu d'un team manager ou d'un ingénieur. Ça non plus, c'est pas facile, mais je dirais que c'est pas du coup le conseil le plus bizarre, mais c'est quelque chose que du coup, quand il me l'a dit, ça m'a vraiment paru illogique et du coup, entre guillemets, bizarre. C'est un peu technique, mais j'essaie de l'expliquer en termes simples pour que tout le monde comprenne. Et donc, de manière générale, pour qu'une voiture ait une belle rotation, pour que le train avant soit précis, tu roules, tu sais ce que c'est le freinage dégressif, on m'a toujours appris, c'est important de garder un tout petit peu de frein en fin de freinage pour garder du poids sur l'avant et tu auras un meilleur train avant. Et en fait, mon ingé, donc on est en train d'étudier des datas en LMP2 et je comparais mes datas avec mon coéquipier Thomas Laurent qui avait moins de sous-virage que moi. Et je ne comprenais pas, je disais mais comment c'est possible que lui, il a moins de sous-virage alors qu'il relâche son frein plus tôt? Et il dit bah ouais, il faut que tu relâches ton frein plus tôt, mais c'était illogique pour moi. Je dis mais non,
Parce que du coup, je relève le nez et j'ai plus de poids sur l'avant, je vais avoir moins Ouais, de le rotation. principe, c'est qu'avec le transfert de charge, quand on freine, on met du poids sur les roues avant et donc on donne plus d'adhérence aux pneus avant. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Mais en fait, du coup, il m'a expliqué qu'à ce moment-là, vu qu'on était au maximum d'angle au niveau des forces latérales du pneu, le pneu était déjà saturé latéralement. Et donc, le fait de rajouter une petite force longitudinale, tu passais au-dessus du potentiel de ton pneu et donc tu créais ton dessous. Et donc, c'était mieux en fin de frein de relâcher un peu plus tôt ton frein, que tu enlèves les forces longitudinales, mais du coup, tu auras plus de rotation parce que tu pourras vraiment utiliser que les forces latérales. Donc, c'est quelque chose au début que ça m'a vraiment semblé bizarre, je ne le croyais pas. Mais j'ai essayé à Portimao d'ailleurs, dans le deuxième virage de Portimao, et ça marche. Et donc, ça m'a vraiment appris quelque chose. Ouais, preuve à quel point on va vraiment dans tous les détails et le pilotage, les règles sont parfois très, très différentes. Très intéressant aussi ça. Techniquement, vous avez peut-être appris quelque chose du coup. Allez, on passe à la question suivante. La chose la plus importante que mes parents m'ont apprise. J'aime bien les questions, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je dirais, il y a tellement de choses je pense de manière générale, mon éducation a été réussie, mais après les valeurs. Donc, je pense que mon père, ce qu'il m'a appris, c'est surtout la persévérance, le fait que quand il voulait quelque chose, et généralement il voulait quelque chose pour moi, mais il l'a toujours eu. Quand il a une idée en tête, il va toujours au bout. Donc ça, je pense, c'est un jusqu'au boutisme qui m'a appris. Et ma maman, c'est plus dans la relation avec les gens, le fait d'être poli, de remercier, d'être reconnaissant. Voilà, c'est un peu différent, mais du coup, ça se complète bien. Ça se complète bien, oui. Le papa de Hugo, vous le savez évidemment, qui est le journaliste Olivier de Wild, qu'on connaît bien dans le monde de la presse. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je me doute. Un feeling comme ça. Alors, si je pouvais vivre à une autre époque, je choisirais. Je pense les années 80. Pour plein de raisons, pour la période automobile qui était incroyable, pour les musiques, j'adore toutes les musiques des années 80. Puis même, t'as 22 ans? Je sais, mais j'aime bien. C'est cool. J'adore. Et puis, je sais pas, je pense même à l'époque, c'était d'autres valeurs. L'amour était différent, il y avait moins de technologie, on était moins tout le temps sur nos téléphones. Je pense, je sais pas, du coup, je l'ai pas vécu, mais j'imagine qu'on profitait peut-être plus de la vie ou d'une manière différente à cette époque-là. Donc ouais, dans les années 80, ça devait être pas mal. Ouais. Sympa, c'est quand je suis né à peu près, donc c'est très bien, mais j'ai 20 ans de plus que toi et même un peu plus. Question suivante. Mon plus grand rêve en sport automobile, ça je pense, tu te doutes de la réponse, mais c'est de gagner les 24 heures du Mans. Ça a toujours été, j'ai toujours dit, quand on me posait la question il y a quelques années, quand j'étais encore en monoplace, j'ai toujours dit, j'ai deux rêves. J'ai un vrai rêve, c'est de la Formule 1, parce que ça, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Mais mon rêve réaliste, j'ai toujours dit, mon rêve réaliste, c'est de gagner les 24 heures du Mans. Et bon, maintenant, je commence doucement. J'ai passé déjà une étape importante de passer pro, sachant que BM est aussi en hypercar. Donc, je peux essayer de me visualiser déjà en hypercar. Et donc, ouais, non, gagner le Mans, c'est la plus grande course d'endurance au monde. J'y ai été, je pense, en 2011. La première année où j'ai été au Mans, c'est l'année où Alan Simonsen est décédé. 2013 alors 2013, ok. Et depuis que j'ai été là-bas, et j'ai toujours suivi cette course, même avant d'y avoir été sur place, j'ai toujours vécu cette course avec mon père, avec ma sœur devant la télé, et je trouve ça incroyable. Donc ça serait vraiment, c'est mon plus grand rêve, c'est gagner le Mans. Ça, c'est vraiment, et je dirais même pas que c'est mon plus grand rêve, c'est vraiment un objectif, quoi. C'est un objectif. Parfait. Question suivante. On commence à voir petit à petit le bout. Ma plus grosse bêtise. Oh, ça c'est compliqué. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle il y en a, mais comme ça. Qu'on ne peut pas dire peut-être. Ouais. À vous tout, personne ne t'écoute. Oh, c'est compliqué, ma plus grosse bêtise. Ça peut être sur les circuits ou en dehors, hein, mais. Je sais pas, la seule histoire qui me vient, mais c'est pas vraiment une bêtise parce qu'au final c'était plus un accident, mais c'est j'ai cassé une voiture lors d'un coaching. Pas de ma faute, oui, du coup, avec le recul, peut-être un peu de ma faute, mais dans un contexte, c'était en Laponie. Je devais aider un client qui avait oublié son téléphone dans une des voitures et il ne retrouvait pas son téléphone. Et on devait partir, les shuttles devaient ramener tout le monde à l'aéroport, donc c'était le rush. Et c'était un client de mon groupe, donc je cherchais partout avec lui. Et je lui dis, bon, je vais aller voir de l'autre côté du lac, tu l'as peut-être oublié sur le dernier circuit, là où on a été. Donc je prends une voiture, mais c'était une voiture de course. Et donc on n'avait que des voitures de sport où normalement le coffre avant, tu le clipses et il est fermé. Donc là, j'avais regardé dans le coffre de cette voiture de course, le coffre avant, si le téléphone n'était pas dedans. Il n'était pas dedans, je reclaque le coffre. Et tu n'avais pas clipsé. Je démarre dans la voiture parce que c'était le rush, donc je pars, mais à 200, je roulais à 200 sur le lac gelé. Je traçais de l'autre côté du lac qui était super loin pour essayer d'aller voir s'il n'avait pas laissé son téléphone là. Et je prends une bosse et là, bam, le coffre qui s'ouvre
qui explose le pare-brise. Et du coup, il y en avait pour 2-3 000 euros de dégâts. Heureusement, là, j'étais assuré, la société qui m'engageait était assurée. Mais je me suis senti un peu bête sur le moment. Et c'est la première histoire qui me vient là en tête. J'imagine, ce qui nous rappelle que tu as fait beaucoup de coaching, on parlait de simulateur, tu as fait aussi beaucoup de coaching dans d'autres domaines. Ouais. Donc partager, alors que tu n'as que 22 ans, finalement tu as beaucoup partagé, je sais en Fun Cup aussi. C'est bien d'avoir eu l'occasion de partager comme ça. On continue dans les questions, il en reste 4. Alors, le jour qui a changé ma vie. Bah, il y en a plusieurs, mais peut-être la première fois que j'étais faire du karting, quand j'avais 4 ans, mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas beaucoup, mais je sais que ce jour-là, il s'est passé un truc, parce que personne ne m'a forcé. Donc tu avais 4 ans quand tu as commencé. Même 3 ans et demi. Même 3 ans et demi, et en fait, j'arrivais pas à freiner, donc j'arrivais juste à accélérer. Donc on avait dû mettre une corde avec mon papa qui roulait dans le kart derrière pour freiner à ma place. Et en fait, forcément, donc lui qui était passionné, il voulait faire essayer le karting à son fils, je pense, un peu comme tout le monde, comme je sais que toi tu fais aussi avec tes enfants. Mais après, c'est lui qui m'a mis entre guillemets dans un kart, mais personne ne m'a obligé d'y retourner, quoi. C'est vraiment moi qui ai aimé la sensation, l'adrénaline, la vitesse déjà à l'époque. C'est étonnant quand même quand on replonge là-dedans en se disant, alors effectivement, tu as mordu et on sait à quel point tu es un vrai passionné de sport auto, mais effectivement, où ton papa, quelque part, avait presque programmé que tu deviendrais pilote. Alors je rappelle quand même que dans la famille de Wild, on est presque pilote de père en fils, parce que ton grand-père Thierry, qui nous écoute souvent d'ailleurs sur les directs, on le salue, salut Thierry, il y a ton grand-père, je crois que tu as ton papa Olivier qui a fait de la course, le cousin de ton papa Bruno. Bruno, ouais, c'est ça. Donc, oui, ça. Vous êtes vraiment, ta sœur, qui est aujourd'hui qui est press officer pour le team WRT, c'est incroyable cette passion de la course que vous avez, et à quel point on a l'impression que finalement, toute ta vie a tourné autour de la course. C'est sûr, mais encore une fois, je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est devenu ma passion. Ça n'a pas été forcé, donc forcément, comme je l'expliquais, il m'a mis dans un cadre, donc c'est lui qui a fait cette démarche-là, comme je pense la majorité des pères, beaucoup de pilotes. Mais après, c'est vraiment moi qui aimais et j'avais le choix. Si j'avais voulu faire du tennis, j'aurais fait du tennis, il n'y aurait eu aucun souci, quoi. Donc c'est vraiment devenu ma passion, ça c'est clair, et je suis content et je ne regrette pas du tout d'avoir continué là-dedans. On imagine. Il reste 3 questions, Hugo, vas-y. Ah ben voilà, on y est. C'était quoi? Difficile d'être le fils d'un journaliste. Oui, oui. Parce que finalement, alors pourquoi j'ai mis cette question-là, évidemment? Parce que finalement, quand tu arrives dans le milieu du sport auto, tu ne viens pas de nulle part. C'est sûr, surtout en Belgique. Mais difficile, non. Non, parce que je dis toujours la même chose au final. C'est sûr que voilà, mon père, il a des grands amis, des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment dans tous les partenaires que j'ai eus. C'est des personnes du réseau de mon papa qui aimaient bien mon papa pour sa personnalité et qui du coup m'ont aidé et sans qui je n'aurais pas été là aujourd'hui. Après, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas mon papa, qui m'ont peut-être du coup fermé des portes. Avec un autre père, j'aurais peut-être pu avoir des portes ouvertes avec eux. Mais au final, je me dis toujours, si j'avais un papa classique qui n'était pas du sport auto, qui n'avait pas de contact, etc., jamais de la vie je serais là aujourd'hui. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas mon père, qui ne m'aiment pas moi du coup indirectement parce qu'ils font l'association, alors qu'on est quand même vachement différents avec mon père. Mais donc non, difficile. Bon, ça n'a pas toujours été, je ne peux pas dire que ça a toujours été facile, mais je ne peux pas dire que ça a été difficile. Je veux dire, je le vis bien, j'en rigole maintenant plus qu'autre chose. Oui, et puis ton papa est un journaliste qui peut être, qui peut aller gratter les infos, qui peut parfois être un peu ennuyant, qui n'est pas un journaliste consensuel, mais c'est son métier. C'est ça, c'est son métier, et puis on n'est pas toujours d'accord non plus. C'est ça que tout le monde pense que du coup que je suis son fils, je suis toujours en accord avec mon père et que je pense comme lui, mais plein de fois quand il sort des articles, je lui dis mais papa, qu'est-ce que tu racontes quoi? Je suis pas du tout d'accord avec lui. Bon, souvent je suis quand même d'accord avec lui, mais toutes les vérités sont pas de bonnes à être dites. Mais non, je pense que voilà, moi aujourd'hui en tout cas, je le vis très bien, et je pense que la majorité des gens qui me connaissent personnellement savent faire la distinction entre mon père et moi. Ça, c'est quand même important à mes yeux. Et puis voilà, moi, je suis très reconnaissant de ce que mon père a fait pour moi. Je le redis, mais je ne serais pas là aujourd'hui sans lui. Il a une passion qui est impressionnante quand même, parce que ça, il faut lui rendre. À coup sûr, la passion qu'il a du sport auto, lui ne vit que pour ça aussi, finalement. C'est sûr. Le sport auto, c'est toute sa vie. Il est surpassionné, parfois limite trop passionné. Et avec les excès qu'il peut y avoir derrière, mais de tout passionné, effectivement. Mais donc non, je ne peux pas dire que c'était difficile. Après, c'est sûr qu'il y a eu certaines situations, certaines circonstances où ça n'a pas été facile avec certaines personnes ou dans certains contextes. Mais voilà, je le vis bien et on s'entend très bien et tout se passe bien aujourd'hui.
Il a joué un grand rôle. Salut Olivier, qui va sûrement regarder aussi, et on le salue. Et moi, je lui ai souvent dit, d'ailleurs, et je pourrais lui redire en truc à Dieu, Olivier, bravo pour tout ce qu'il a fait derrière, parce que c'est vraiment impressionnant d'arriver effectivement là où tu es aujourd'hui, avec des moyens vraiment de base qui étaient limités. Donc chapeau pour ça dans tous les cas. C'est clair. 2 questions, on arrive presque au bout, Hugo. Hop. Une autre discipline du sport auto qui m'aurait intéressé. C'est cette discipline dans le sport du coup, ou c'est pas forcément dans le sport? Comme tu veux. Dans le sport, j'aime beaucoup le tennis. Je ne suis pas très bon encore, mais là, ça fait un an que j'essaye de faire du tennis plus régulièrement. J'ai commencé à prendre un coach, etc. Donc, le tennis, je pense que j'aurais bien aimé. Et en dehors du sport, j'aime beaucoup tout ce qui est entrepreneuriat de manière générale. Donc, je pense que si je n'avais pas été pilote, j'aurais essayé de créer ma boîte. Du coup, maintenant, toutes les idées que j'ai je pourrais monter un business, c'est toutes des idées forcément liées au sport automobile. Mais des entrepreneurs, les businessmen, j'aime beaucoup essayer d'innover, d'inventer des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même à 22 ans, donc tu deviens pilote officiel, payé pour rouler, hein, enfin voilà, tu deviens vraiment un vrai professionnel. Ça veut dire que tu penses déjà aussi peut-être à la suite, à la reconversion? Oui, bien sûr, mais je ressors d'un training camp mental, là, et on en parlait, qu'il faut toujours essayer d'anticiper le futur, tout en vivant dans l'instant présent. Mais donc oui, on verra, il y en a plein, il y a des pilotes qui deviennent managers, il y a des pilotes qui ouvrent leur propre écurie. Puis il y a des pilotes qui divergent complètement, comme Nico Rosberg, justement, qui est quelqu'un qui m'inspire aussi, parce qu'il est justement dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc on verra, je pense que j'ai encore le temps avant. J'espère que j'aurai une longue et belle carrière. Je te le souhaite. Et j'ai encore le temps avant de me poser cette question concrètement, quoi. Et il nous reste une dernière question, mais ouais, à mon avis, c'est pas la plus compliquée. Vas-y. Si je pouvais choisir deux équipiers pour une course de 24 heures. Si, c'est pas si facile, hein. Parce qu'il y a quand même forcément la performance en tant que pilote, mais il y a l'entente, l'expérience. Bon, du coup, déjà, un des deux, tu te doutes, c'est Felipe Albuquerque. Du coup, je ne l'avais pas anticipé, mais avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Après, un deuxième, un autre pilote que je kiffe, c'est Max Verstappen. Il est au-dessus. Pour moi, il est au-dessus de tout le monde en pilotage. Après, pour une 24 heures, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Pour le coup, vu son agressivité parfois. Mais si, en vrai, si je pouvais faire Le Mans avec Albuquerque et Verstappen, je pense que c'est la line-up de rêve. C'est pas mal. Verstappen qui est un grand passionné, on oublie souvent de le dire, mais d'endurance, de GT. Il va créer sa propre équipe de GT, d'ailleurs on en reparlera je crois prochainement. Je me demande si tu les auras pas en adversaire, d'après ce que j'ai cru comprendre. Sympa. Et puis je pense qu'il arrivera un jour ou l'autre aussi sur des cours de 24 heures. Il en fait beaucoup sur Sim Racing d'ailleurs. Aussi, bon, Hugo, pas de doute, tu as du kart control. Et du kart control, mais c'est pas encore tout à fait fini, parce que traditionnellement, quand on a fini la course, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Un débrief. Un tour d'honneur d'abord. Tour d'honneur. Le tour d'honneur, c'est donc une série de petites questions tac au tac. Alors là, pas de grandes explications, on répond un ou deux mots. C'est un peu le principe, si tu veux, pour terminer cette interview. T'es prêt? Allez, go. Allez, Hugo, c'est parti. Première question, l'idole de ta jeunesse? Vettel, à mon avis, Sébastien Vettel. Ton jeu préféré quand tu étais enfant? Je jouais à la PlayStation, mais je ne sais plus à quoi je jouais, sûrement à FIFA. À FIFA? Au foot? Étonnant. Ce que tu emportes avec toi sur une île déserte? Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Un livre pour lire, les lunettes de soleil. Faut bien s'hydrater, bien manger, donc prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Éventuellement, un petit simulateur de chez Excite sur l'île, ça peut être pas mal. Joli le placement du partenaire. Ton endroit préféré sur Terre? Mon pays préféré, c'est l'Italie. Mon endroit préféré, j'ai beaucoup aimé le lac de Garde cet été, c'est très reposant. La voiture qui t'a le plus marqué? La LMP2. Donc, Oreca LMP2. Plutôt sport collectif ou plutôt sport individuel? C'est compliqué. Individuel, j'ai l'habitude, même si c'est important de comprendre que le sport individuel n'est pas tellement individuel au final. Quand on parle en tout cas, dans le cas du sport auto. C'est ça, on partage la voiture avec d'autres coéquipiers et puis on a tout notre staff derrière, les ingénieurs, les mécanos, le team. Enfin, je veux dire, tu es tout seul derrière le volant, mais derrière toi, il y a tellement de monde. Une superstition avant de prendre le départ?
pas vraiment une superstition, mais j'ai une routine que je fais qui est toujours la même avec mon échauffement, etc. Tu dis toujours oui pour. Oui, pour faire du sport, oui, pour aller rouler, oui, pour aller faire la fête si c'est pas avant une course. Tes 3 plus grandes qualités. Ah, c'est compliqué ça d'être honnête avec soi-même, j'aime pas faire ça. Mais du coup, modeste, je pense. J'aime pas trop me mettre en avant, donc je pense la modestie. Le fait que je suis quelqu'un de travailleur. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez drôle pour mes potes qui me connaissent bien. L'entraînement physique, un plaisir ou une punition? Les deux, c'est un plaisir parce que tu sais que c'est comme ça que tu te rapproches d'un certain objectif, mais parfois c'est une punition. Ta nourriture préférée? Italienne aussi, donc pizza, pâtes, faut varier. Le meilleur pilote de tous les temps? Ayrton Senna. Dernière question, tu es fier de? Je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui, honnêtement, c'était pas du tout garanti que ça aurait pu avoir plein d'autres déroulements, donc je suis vraiment fier de là où je suis aujourd'hui, je suis fier de moi, je suis fier des gens qui m'ont aidé, et j'espère qu'on refera une interview dans 20 ans où je serai encore plus fier de ce que j'aurai accompli d'ici là. J'espère que je serai encore dans le circuit aussi, tout comme toi. Merci Hugo d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Carte Contrôle sur Tom Corner. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à nous dire peut-être un futur invité que vous aimeriez avoir avec nous. C'est le principe. Cette émission elle est là pour vous. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Merci Hugo d'avoir répondu à notre invitation. Et puis je vous dis à très bientôt sur Tom Corner. Bye bye.